cas, il y a quelques semaines, peut-être qu'une minorité d'entre nous connaissait le nom de Asia Bibi. Il se trouve que ces dernières semaines, l'actualité s'est accélérée pour cette Pakistanaise. Et donc, je suis parti du principe qu'aujourd'hui, une plus grande proportion de nos concitoyens et nos auditeurs étaient peut-être au courant de l'existence de cette Pakistanaise, puisqu'en fait, les médias français s'en sont fait l'écho et se sont émus de son sort. Asia Bibi, aujourd'hui, au-delà des médias habituellement au front pour tout ce qui est liberté religieuse, persécution religieuse, je pense notamment à l'association Portes Ouvertes, dont le siège n'est pas très loin ici du siège de la radio. C'est le thème de l'émission aujourd'hui, et de voir comment cette actualité résonne en nous qui sommes peut-être très très loin de ce pays, de cette réalité. Quelles sont vos réactions en tant qu'auditeur, en tant que spectateur de cette actualité? Alors, c'est vraiment l'axe central aujourd'hui de ce thème. En quoi elle vient peut-être me chercher, moi aujourd'hui, strasbourgeois, niçois ou que sais-je, dans mon actualité, et est-ce que je fais des liens avec d'autres sujets de société? Pour en parler, j'ai l'équipe habituelle et que je vais tout de suite solliciter pour un premier tour de table. Comment vous vivez, si c'est le cas d'ailleurs, émotionnellement, je vois qu'il y a déjà un volontaire pour démarrer, cette actualité? David. Oui, bonjour. Hello. Bonjour. Je me permets de suggérer quand même de dire deux mots sur qui est Asia Bibi, parce que sinon, en fait, notre émotion va être un petit peu floue. Alors, si vous voulez, j'ai prévu de faire un récapitulatif sur les faits, sur le contexte. Alors, je le dis en deux mots pour que mon émotion soit plus compréhensible. C'est une jeune femme pakistanaise chrétienne qui, du fait qu'elle n'avait pas le droit pendant ses travaux d'ouvrière de boire dans un certain puits réservé aux musulmans, a insisté pour le faire. On a considéré que ces mots étaient des blasphèmes. Elle a été emprisonnée un an plus tard, elle a été emprisonnée en 2009. En 2010, elle a été condamnée à mort à cause de ce blasphème pour avoir mal parlé finalement du prophète. Et elle a été acquittée finalement récemment. Le 31 octobre. Quand tu dis jeune femme, elle a 48 ans aujourd'hui. Oui. C'est vrai qu'elle paraît jeune. Quand elle a été emprisonnée et condamnée, elle avait 5 enfants. Oui. Hein, donc c'est aussi une réalité à prendre en compte dans un contexte de vie. Bon, vous savez quoi, du coup, vu comme vous êtes parti, on va démarrer tout de suite avec la partie faits et contexte, puisque je trouve que là, vous avez posé des points intéressants. Et je vous propose que dans un instant, du coup, on voit qu'est-ce que ça fait chez nous émotionnellement, si ça fait quelque chose émotionnellement. Donc, continuons peut-être effectivement sur cet aspect factuel. Il y a une histoire, puisqu'en fait, effectivement, elle a été acquittée le 31 octobre dernier. Apparemment, on pensait que c'était réglé. Oui, qu'elle allait pouvoir vivre sa vie. Et puis les intégristes locaux ont manifesté pour dire si on la libère, on va mettre le bazar au Pakistan. Ouais, ce qui s'est fait pendant 3 jours. Voilà. Et du coup, il y a eu un peu de flou quant à sa libération, sa sortie du pays, avec voilà. Alors où on parle, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme fait pour éclairer nos auditeurs? Que pour l'instant, déjà, il y a de faits de blocage. Visiblement, Asia Bibi est protégée par le gouvernement pakistanais. On peut espérer qu'elle soit bien protégée, que le reste de sa famille est en difficulté, en danger et moins protégé, d'une certaine manière, ce qui pose souci, puisque c'est l'ensemble de la famille qui est amenée à devoir quitter le Pakistan pour préserver 3 ou 4 enfants, sa vie. Je crois, 3, il me semble. Ils ont 5 enfants. 5 enfants même. Ils ont 5 enfants. Et également, c'est toute... les questions de comment un gouvernement dont la justice a pris une décision, c'est pas le gouvernement qui l'a pris, c'est la justice a pris une décision, comment le gouvernement peut le faire appliquer, et le contexte qui, semble-t-il, est bien présent, c'est de dire Asia Bibi a été finalement un peu un symbole de ces tensions-là. Rappelons-nous quand même, Philippe, tu mettais en avant que les médias viennent de redire et de s'en emparer fortement, c'est pas illogique. Enfin, Asia Bibi, il y a 9 ans, au moment de sa condamnation, et en particulier, David le rappelait, de l'étape supérieure qui a été sa condamnation à mort, les médias en ont énormément parlé. L'opinion publique s'en est emparée avec des mobilisations, de manifestations, etc. Et parce que c'était vraiment quelque chose qui choquait en tant que tel, et les États ont essayé de faire pression. Il y a tout un travail de lobbying, et les Français ont de loin pas été les derniers acteurs de ce travail de lobbying
pour permettre à Asia Bibi de rester en vie aujourd'hui. Bernard ? J'ai envie de rajouter un éclairage un peu particulier, si vous me le permettez. C'est la notion de blasphème. Ouais. Qui a été retenu dans le chef d'accusation la concernant, en faisant un écho un peu plus local, puisque ça reste quelque chose qui est inscrit dans la particularité du droit local alsacien, en particulier la notion de blasphème, et qu'il y a quelques années, on remonte à 3-4 ans, je crois, il n'a pas été question de le supprimer, parce que c'est vrai que si pour une majeure partie des gens ça ne veut rien dire, pour d'autres c'est quelque chose de très fort parce qu'on attaquerait en parole l'intégrité je du propose de faire prophète, effectivement le lien avec en quoi cette actualité peut venir nous rejoindre dans nos propres questions ici. Mais effectivement, pour ajouter un éclairage factuel, il y a une loi anti-blasphème en vigueur actuellement au Pakistan. Cette loi est soutenue par le Premier ministre et en même temps, Marc l'a dit, la justice a pris sa décision. Et le gouvernement a défendu, entre guillemets, l'application de cette décision en protégeant Asia Bibi. Je crois d'ailleurs qu'elle est du coup en prison, mais pour la protéger. Et en parlant de danger, au niveau factuel, je crois que c'est son avocat qui a dû fuir le pays parce qu'en fait, il est menacé de mort, très concrètement. Il est aux Pays-Bas aujourd'hui. Aux Pays-Bas, tout à fait. Navré de voir finalement avoir fui son pays et de ne plus pouvoir assister sa cliente qui est Asia Bibi. D'autres choses à dire en termes de contexte et de faits ? Alors, de contexte et de faits, je le rejoins à ce qui, moi, me semble très important, c'est que il y a vraiment un combat qui se joue dans ce pays, comme dans tous ces pays qui sont travaillés par des mouvements intégristes, qui menacent leurs propres juges de représailles physiques s'ils prennent une mauvaise décision. C'est-à-dire qu'ils remettent complètement en cause l'autorité des élections démocratiques, des choix des juges et tout ça. Tout à fait. Et donc, c'est pas... Je veux dire, c'est pas maintenant... ce serait facile depuis là où on est de dire, voilà, le Pakistan, c'est un pays encore moyenâgeux et tout ça, qui a des pratiques... Non, c'est pas ça. C'est un pays qui a progressé, qui a des institutions assez solides, mais qui n'arrive pas à étendre finalement l'autorité et l'emprise de sa loi partout, et des personnes la contestent, et des personnes qui sont vraiment la caricature totale de l'intégrisme. Et il faut quand même savoir qu'il y a eu un gouverneur qui a été assassiné à cause de cette question, qu'il y a eu un ancien ministre qui a été assassiné parce que ce sont des gens qui se sont positionnés. Tout à fait. Et qui essayent justement de ne pas sombrer. Et moi, mon émotion par rapport à ça, c'est que je me dis, il faut qu'on soutienne ces gens-là. Il faut qu'on les soutienne. Il ne faut pas qu'on les essentialise en disant, voilà, ce sont des gens de culture musulmane, donc il faut les soutenir. Et c'est la même idée que quand on accueille un demandeur d'asile. Je veux dire, c'est le grain de changement du pays dont il vient que l'on doit protéger. Voilà. Et ça me... pour ajouter en termes de contexte, j'ai trouvé intéressant le fait de prendre du recul sur la situation globale du Pakistan, notamment grâce à l'index de la persécution. Alors l'index de la persécution, c'est un index qui est publié maintenant depuis 23 ans par l'ONG Portes Ouvertes que j'ai déjà cité tout à l'heure. D'ailleurs, dans les locaux, j'ai vu qu'il y a le poster ici, et qui classe sur un certain nombre de critères l'ensemble des pays du monde par rapport à la persécution des minorités religieuses. Le Pakistan, malheureusement, est en la 5e place, en tout cas dans le 2018, avec 200 millions d'habitants et 4 millions de chrétiens, a priori. Donc, minorité religieuse, en termes quantitatifs, on y est clairement. Oui, et c'est là que c'est intéressant de savoir si la persécution provient de l'État ou si elle provient d'une population qui résiste finalement aux lois que fait l'État. Alors, le Pakistan a fait en 1986 cette loi sur le blasphème, sous la pression d'un opposant assez rigoriste qui voulait monter. Donc c'était une sorte de compromis qui a été fait en disant, voilà, on reste démocratique, mais on met cette loi-là. Et ce qui a finalement mis une graine d'ivraie dans la loi pakistanaise. Et il y a eu des tentatives de l'alléger, pas de la supprimer. Personne n'osait la supprimer parce que forcément il y a des gens qui sont sensibles. Ils ont essayé de la réformer, mais ce grain d'ivraie reste là. Alors, je souris en écoutant David en parlant d'ivraie, parce que j'ai entendu récemment parler quelqu'un, et j'avais jamais tilté, comme quoi l'ivraie semble ressembler beaucoup au blé.
Et oui. Et qu'en fait, c'est pas du tout évident Oui. dans un même champ. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent évidentes. Le contexte, c'est que le gras d'ivraie, effectivement, il y a une parabole dans la Bible qui dit que quand un champ de blé a semé, il y a de la mauvaise herbe avec. Absolument. Et le problème, que si on veut couper la mauvaise herbe, on coupe tout. Et donc, Dieu permettrait qu'il y ait des mauvaises choses pour ne pas supprimer les bonnes choses. Excellente leçon. Mais bon, ce sera peut-être... toujours en termes de contexte et de faits, on parlait de minorités religieuses au Pakistan. Il me vient aussi, en termes de contexte, l'exemple du voisin. Je parle de l'Inde. Ils ne sont pas très potes, les deux pays, depuis très longtemps. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et alors, je ne sais pas s'il y a un parallèle, mais en Inde, actuellement, et toujours par rapport à une société civile qui dépasse le gouvernement, entre guillemets, par la droite, il y a aujourd'hui tout un courant extrémiste en Inde qui dit si tu es indien, tu es hindou. Okay, et donc, ça pose vraiment la question, on en parlera tout à l'heure, des liens par rapport à comment on vit ça comme actualité et les liens, je veux dire, par rapport aux questions que se posent aujourd'hui les Français. Sur un moment donné, dans les deux cas, il y a quand même une tendance à ce que la religion soit d'État. Je veux dire, au Pakistan, l'islam est la religion officielle. Hein. Donc même si le gouvernement, effectivement, défend, et en l'occurrence, il le fait, il tient ferme, même si là, il a un petit peu... En termes factuels, justement, il a un petit peu reculé. Vous n'avez pas le sentiment qu'il a un petit peu reculé, là, du fait que Asia Bibi est bloqué, là Marc Reculer, c'est toujours... Tu parlais toi-même de violence, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est toujours la même question quand on est en responsabilité de pouvoir. Quelle décision on prend J'ouvre ma frontière et je laisse partir Asia Bibi, et j'ai une explosion qui se fait en interne de mon pays. Oui. Quel est le rapport que je mets en place entre la liberté que j'ai finalement souhaité défendre d'Asia Bibi et de la réparation d'une injustice avec la réalité possible d'un déchaînement de violence au cœur de mon pays. Et on est bien dans ce rapport entre la liberté individuelle et un collectif qui peut être pesant. Et la gestion du pouvoir. Tu entends que malheureusement, ils ont dû. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Est-ce que je peux me permettre en parallèle, un excursus les Rohingyas ont été chassés du Myanmar, la Birmanie, parce qu'ils étaient musulmans. Là, on est en train de dire qu'ils vont pouvoir rentrer, mais la population n'est pas prête à les recevoir à nouveau. Ouais. Donc on est sur quelque chose là qui se jouerait dans le sens inverse. C'est très différent, j'en conviens. Mais il y a eu une histoire. Oui, mais il y a un processus de persécution qui est porté aussi par la population. Une population. Le parallèle est pertinent. Voilà, et on referme la parenthèse des Rohingyas parce qu'on pourrait en ouvrir d'autres. Ce qui retient le gouvernement aussi, c'est qu'il y a des procédures de révision de cette décision d'acquittement qui sont en cours. Et donc, finalement, il y a des populations qui disent non, ne la laissez pas partir, sinon ça y est, on ne pourra plus la recondamner et lui recouper le cou. Quoi. Donc, le gouvernement dit si maintenant on veut vraiment aller au bout de la truc et aller au bout des recours, il faut qu'elles soient encore présentes. Alors c'est très compliqué. L'expression couper le cou que vient d'employer David n'est pas à prendre au second degré, puisque nous avons peut-être tous vu des photos d'extrémistes musulmans qui défilaient avec des pancartes hang her, donc hang en anglais pendre. Moi, il y a quelque chose que je me suis dit avec cette affaire, donc en sachant que ça a commencé du fait qu'elle était une ouvrière qui travaillait avec d'autres ouvrières, elle était une des rares chrétiennes, je pense, dans ce groupe. C'est intéressant qu'on termine avec ça, peut-être. Et qu'elle voulait boire dans un puits, et d'ailleurs, ça fait des résonances avec d'autres histoires. Oui, tout à fait, c'est excellent. Et elle, on lui a dit, non, c'était un puits réservé aux musulmans. Oui. Et elle a dit... alors maintenant, j'aurais dû renoter en fait ce qu'elle a dit. On te pardonnera si quelqu'un c'est mieux de le dire. En fait, elle a un peu relativisé ça en disant oui, mais est-ce que peut-être que le prophète aurait accepté ça, et le fait d'imaginer que le prophète puisse ne pas être intégriste finalement, c'était un blasphème. Exactement. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est autorisé, ça, de réserver un puits dans la loi pakistanaise? Est-ce que c'est autorisé de réserver un puits aux musulmans? Si ça se trouve, ils étaient déjà en infraction. Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas aller porter plainte plutôt que de faire un blasphème, ce qui était très maladroit? Mais bon, des fois, quand on a soif, on laisse parler son émotion. Mais pourquoi elle n'est pas allée aux autorités? Est-ce que les autorités avaient l'habitude de dire, mais non, mais vous n'allez pas laisser mourir de soif une ouvrière, elle a soif, il n'y a pas de puits réservé. Ça se trouve, la loi déjà la protégeait. Et personne n'appliquait cette loi. C'est fou quand même. Enfin, c'est fou. Non, Marc, Bernard. Justement. Mais moi
Et après, on passe à l'émotion. Plusieurs petites Oh, il y en a, là, choses déjà. par rapport à ce que dit David, ce qui me frappe. Mais là aussi, je suis ici à Oswald, en France, et loin du Pakistan. Mais la résonance d'ouvrières en train de produire une même production ensemble, et d'avoir une femme qui va boire, alors de fait dans un lieu où elle n'aurait pas dû aller boire, et la résonance que ça a, c'est-à-dire la condamnation qui est faite par les collègues ouvrières au cœur de l'usine en disant c'est inadmissible ce que tu as fait. C'est ce qui a fait émerger l'affaire. Moi, ça m'interroge. Ça m'interroge aussi sur cette question de où est la solidarité, entre guillemets. En France, on pourrait dire la solidarité ouvrière. Est-ce que la question de la différence de foi, de croyances religieuses, amène à faire disparaître complètement cette solidarité-là? Ça, c'est la première question que je me posais. Puis la deuxième, je voulais juste revenir sur le choix du gouvernement. J'avais tout à l'heure spontanément envie de dire, mais finalement, peut-être que le gouvernement avait intérêt à prendre le risque de faire partir Asia Bibi. Il y aurait peut-être eu 2-3 jours chauds, mais après, on sait vite que les choses s'oublient, et puis elle n'était plus là. Là, elle est encore là, et donc la tension, elle va encore durer pendant un certain temps. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que l'on peut savoir? Et un gouvernement est peut-être un peu mieux informé, des répercussions que serait pu avoir si Asia Bibi était partie sur le reste de la population chrétienne au Pakistan. Là aussi, c'est des questions de responsabilité. C'est-à-dire que on aurait pu voir une déferlante d'assassinats de chrétiens au cœur du Pakistan. Quelle responsabilité doit prendre aussi? Oui, ils attendent pas ça pour le faire. Oui, il y a des, ça continue de toute façon. Des églises qui sont brûlées au Pakistan, comme dans d'autres pays où des processus de persécution sont déployés. Je veux dire, il y en aurait peut-être eu davantage, peut-être. Oui, c'est ça, le terrain est très sensible. Donc, donc, on est sur un terrain... Il semble peut-être, pour terminer cet aspect rappel des faits et du contexte, que si on relit l'histoire, le blasphème n'a pas été forcément constitué par le fait qu'elle ait bu de l'eau dans un puits, mais par le fait qu'elle, du coup, elle est débattue. Il y a même des pancartes où j'ai vu qu'ils l'ont traitée d'insolente. En Alsace, on dirait elle est fraîche. Ok. Donc en fait, elle a osé questionner, tu le disais, David, tout à l'heure, elle a osé rentrer dans une espèce de dialectique un petit peu, et alors ça, c'est tout à fait insupportable. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé de protéger le multiculturalisme, finalement, elle. Et il y a des gens qui lui ont dit... Ouais. Et il y a des gens qui lui ont dit... Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je trouve que la question que tu as posée tout à l'heure, moi, m'interpelle énormément. Bon. Est-ce qu'il y a des limites au multiculturalisme? C'est une des questions que j'aimerais qu'on se pose tout à l'heure. Mais oui, mais... Qu'est-ce qu'on lui a dit? On a dû lui dire, en fait, en gros, oui, il y a des limites au multiculturalisme. Et si t'es pas d'accord avec ça, on va te couper la tête. Alors tais-toi tout de suite. Et moi, quand la réaction qu'on voit par rapport à ce genre de naufrage de la pensée et du cœur, quand on voit ça, si la réaction qu'on a, c'est de dire « Ah ouais, mais alors, ces gens-là, ils sont lourds, il y a des limites au multiculturalisme. » Ben voilà, ok. C'est comme si on dit tuer c'est pas bien, donc on va tuer, et donc on va tuer le bourreau et on va tuer le bourreau, quoi. C'est-à-dire c'est des sortes de boucles d'illogisme qui sont voilà, ça on arrive au néant avec ça. Alors ma question de départ, quel du coup impact émotionnel pour nous ici autour de la table, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, alors que peut-être on pourrait être très très loin. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce que cette actualité vous fait, nous fait peut-être? Alors, moi, sur le plan émotionnel, il s'avère que vendredi dernier, j'étais à Angers pour une rencontre, et j'étais au sein de la communauté des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, une grosse congrégation présente un peu partout dans le monde, et j'ai passé pas mal de temps avec elle, une religieuse qui vient du Sri Lanka, qui a été présente en mission, comme on dit, dans différents pays du monde, et entre autres au Pakistan. Et on échangeait justement sur cette réalité du Pakistan et de sa manière, en tant que Sri-Lankaise, en tant que missionnaire chrétienne, de quelle place elle pouvait avoir. Et elle mettait bien évidemment la difficulté du vivre ensemble, la nécessité d'être discret en tant que tel, et elle mettait en même temps en avant ce qui me semble être aussi une des réalités que l'on peut vivre ici en France sur le vivre ensemble. C'est que par la présence du quotidien, par, en l'occurrence pour ces sœurs-là, l'effort qu'elles font sur le plan de l'éducation,
eh bien, les critères de départ d'exclusion explosaient, entre guillemets, parce que la population qui était aux alentours disait « Mais si, c'est formidable ce que vous proposez. On voit nos enfants grandir, on voit nos enfants progresser, on voit nos enfants bien éduqués, et on a envie qu'ils soient éduqués par vous, alors que vous êtes différente parce que chrétienne. » Voilà, je me dis, cette sensibilité-là, dans cette émotion-là, c'est de dire, la question qui est posée au cœur de cela, c'est comment on peut vivre ensemble avec nos diversités. Et peut-on accepter de vivre ensemble avec de la diversité? Donc du coup, ça t'a donné de l'espoir, cette rencontre, par exemple? Comme quoi c'est possible? Moi, je crois que c'est possible, et je crois qu'en même temps, et c'est ce qu'elle mettait en avant, les contextes politiques, parce qu'il faut les appeler comme tels, rendent les choses parfois excessivement compliquées. Impact émotionnel pour vous de cette actualité, David? Ça semble t'avoir impacté quand même. Hein. Oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des mouvements en France des mouvements internes comme ça, viscéraux, qui renaissent et qui sont un peu du même ordre en fait. J'aimerais qu'on l'aborde après la petite pause. Je revenais à l'étymologie du mot intégrisme. Intègre, c'est celui qui ne peut pas être touché finalement, parce que le mot intègre dans le suffixe tengere, c'est toucher. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont tellement peur en fait d'être bousculés par l'évolution du monde, par le monde, qu'ils ne veulent plus être touchés. Ils se considèrent eux-mêmes comme intouchables, et donc ça veut dire qu'ils se dégradent complètement parce qu'ils se figent dans une idée complètement fantasmée d'un ordre juste et éternel, mais dans lequel ils ne bougent plus, ils sont figés. Les hommes sont figés dans une position, les femmes sont figées dans une position, leur relation avec Dieu est figée aussi. Voilà, donc ce sont des gens, et donc ces intégristes-là, ils renaissent aussi en France. C'est-à-dire, moi quand j'entends un Zemmour, je trouve pas quelqu'un de plus intelligent que les barbus complètement excités là qui gueulaient dans la rue. Pour moi, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ne veulent plus être touchés dans le sens où ils ne peuvent plus être accompagnés, évoluer avec la société, mais aussi plus être touchés, ça veut dire ne plus remettre en cause leur état émotionnel, justement, ne plus être touché émotionnellement, parce que tout ça, quand on rencontre la détresse de quelqu'un, si on accepte d'être touché, forcément on va changer avec lui. On va changer de chemin, on va s'arrêter, on va s'occuper de lui, on va faire le bon pasteur. Alors, voilà une autre parenthèse, Monsieur Zemmour, que je choisirais de ne pas ouvrir, puisque je suis vraiment à l'opposé de l'opinion que tu viens d'exprimer à son sujet. Sur l'impact émotionnel que ça a fait chez toi, justement, par rapport à cette actualité, c'est ça ma question, que j'ai l'impression qu'on essaye d'éluder depuis tout à l'heure. Mon impact émotionnel, c'est que j'ai pas envie que ce soit des intégristes qui me défendent des intégristes. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas envie qu'en France, que ce soit finalement qui est le plus inquiet de l'intégrisme musulman. Généralement, ce sont des intégristes. Voilà, ça doit nous interroger, ça doit nous interroger. Ok, Bernard. Alors, l'impact émotionnel pour moi, j'étais très heureux d'apprendre que cette femme allait être libérée. Ok. Parce que c'est vrai qu'au moment où elle avait été emprisonnée, mais surtout condamnée à mort, il y avait eu une mobilisation importante, et le fait de voir qu'elle était libérée, c'était une bonne nouvelle pour moi, ça m'a réjoui. Okay. Ensuite, les événements qui ont entouré cette annonce m'ont stressé. Je dis non, c'est pas possible, ils viennent de la libérer, ils vont la remettre en prison. Marc expliquait que c'était peut-être pour la mettre en sécurité. Voilà. Maintenant, l'impact direct que ça a sur moi, c'est de me dire, mais est-ce que je ne suis pas l'intégriste de quelqu'un d'autre ? Sur tout un ensemble de sujets. Marc parlait du vivre ensemble. Tu parlais de Zemmour, on pourrait en citer d'autres aussi. Hein. Je crois que, y compris dans nos vies d'église, et là je ne parle pas d'autres confessions ou d'autres religions, en interne, la nôtre, en interne, dans l'église où je suis, est-ce qu'il n'y a pas, parfois, même de ma part, des attitudes intégristes, un peu fondamentalistes, qui du coup sclérosent, figent la situation et me font regarder l'autre comme différent et donc pas recevable. Ok, justement c'est un point que j'aimerais qu'on aborde après. Pour terminer sur cet aspect émotionnel, d'autres choses à dire, Marc ? Moi, je mettrais juste en avant cette affaire, elle est pour moi très symbolique. Et justement, on prend Asia Bibi comme un symbole. Une femme toute simple, une ouvrière, qui a une conviction religieuse,
je ne suis pas sûr qu'elle irait la brancarder partout, qu'elle irait la témoigner partout, mais un fait de vie l'amène à dire « je ne comprends pas ». Et ce fait de vie l'amène à se retrouver dans les geôles pakistanaises, au risque de perdre sa vie, parce que condamné à mort. Je me dis, voilà, quel parcours de vie et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et ma crainte quand même, ce dernier point d'émotion, c'est trop rapidement, alors que c'est une réalité, on ne peut pas le nier, c'est de se servir de ça pour éventuellement risquer encore justement la confrontation musulmans-chrétiens. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a, regardez, nous, en tant que chrétiens, on veut tenter de s'ouvrir. Et puis, il y a un islam en Arabie Saoudite, au Pakistan, qui ne supporte pas cela. Du coup, il faut qu'on se défende. Okay. Ça, c'est une crainte parce que je pense que si on va vers cela, on va continuer à créer des tensions, des conflits et la mort de l'autre. D'accord. Tout simplement. Donc moi, je pense que ce genre de lien entre une situation qui est très extérieure à nous et ce qu'on peut vivre aujourd'hui, les questions que ça peut soulever, les liens que je peux être amené à faire et qui peuvent me faire craindre, je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Et j'aimerais justement qu'on voit dans un instant quels peuvent être les liens, quelles peuvent être les opinions, les impacts potentiels pour nous, Français, aujourd'hui. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission Éclairage. L'axe de départ aujourd'hui, c'est le sort d'Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise qui devient un peu une icône malgré elle, pour reprendre un titre d'un des articles que nous avons lus pour préparer cette émission. Juste avant la petite pause, nous avons reposé les faits et on a essayé de les mettre en perspective pour vous qui nous écoutez, qui vous nous regardez. Et puis, on vient de terminer sur l'impact émotionnel que ça peut avoir pour nous qui sommes spectateurs de cette actualité à rebondissement et quels peuvent être potentiellement les points de vigilance, voire les travers, à la fois en termes de crainte, peut-être en termes de peur, que je pourrais importer ici dans ma réalité, et notamment de voir quelles opinions ça peut venir renforcer. Est-ce que ces opinions sont saines ou est-ce qu'elles sont potentiellement aussi dangereuses que ce à quoi nous sommes en train d'assister? Donc c'est l'objet de notre deuxième partie. Donc on a déjà mis un pied, je trouve, dans cette deuxième partie en disant quels pouvaient être les ponts entre cette actualité et ce que ça peut générer chez moi en tant qu'individu, notamment sur des conclusions qui pourraient peut-être être hâtives en disant, Marc terminait avec ça, je crois, tiens, vous voyez, nous les chrétiens, on est ouverts, et puis là, c'est de nouveau, entre guillemets, l'islam qui semble ne pas donner à une minorité chrétienne dans son propre pays, en tout cas, le droit d'exister, puisque voilà, elle est condamnée pour ça. C'est Philippe, là. J'ai juste envie de mettre ça en avant parce que c'est bien sûr un débat qui n'est pas nouveau, j'allais dire un débat éternel. C'est le rapport au concept de droit de l'homme que l'on se veut universel, que beaucoup disent à travers le monde, mais finalement ce sont des droits occidentaux portés par une histoire et une tradition chrétienne. Nous, on ne s'y reconnaît pas. Et en même temps, ces droits-là, quelle avancée, quel socle pour défendre l'intégrité de chacun. C'est quand même terrible, me semble-t-il. Au moins, c'est peut-être encore de l'émotion, de pouvoir condamner à mort. Alors, on me dira, derrière, il y a du blasphème. Mais une femme qui a bu de l'eau dans un puits pour lequel il n'aurait pas dû, elle n'aurait pas été autorisée à y boire. Quelle conception, quand on est là-dessus, quelle conception de l'homme. Voilà, je me dis, il y a un socle qu'on essaie de construire. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus occidental, il est beaucoup plus large que ça. Est-ce qu'il peut vraiment être le socle dans tous les pays du respect de la liberté de l'autre? Ouais, ça veut dire pour moi, et Bernard tout de suite un instant, ça veut dire pour moi que là, ça vient, selon moi, donc c'est une opinion que je suis en train d'exprimer. Concrètement, il y a des règles communautaire qui serait supérieure aux règles du vivre ensemble du pays dans lequel on est. En tout cas, c'est clairement ce qui se passe là. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Marc en disant que le débat était éternel ou qui durait depuis très longtemps et juste rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a que 70 ans.
C'est au mois de décembre 1948 que cette déclaration a été signée. Donc ça fait juste 70 ans au regard de l'éternité, c'est peu. Oui. Bon, Voilà. On peut peut-être quand même considérer que c'est quand même au moment de la Révolution que vraiment cette idée a commencé par les philosophes qui étaient à cette époque-là et les révolutionnaires qui a germé vraiment en France et qui ensuite a fructifié. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a dans le monde occidental, il y a un humanisme qui s'est développé et qui a un peu pris le pas sur les religions monothéismes, comme le christianisme. Le christianisme, je pense, s'est accommodé du fait que l'humanisme s'est développé. Et cet humanisme, c'est effectivement une vision peut-être encore plus universelle que le christianisme, mais certainement ça peut se discuter, qui est de vraiment de mettre l'accent sur l'individu et l'individu. Et en France, on l'appellerait les valeurs de la République. Je pense, non? Oui, je pense que on pourrait l'appeler les valeurs de la République qui sont au-dessus et qui nous permettent de tenir ensemble, de vivre ensemble. Parce que je lis un bouquin très intéressant à ce sujet, il montre qu'en fait l'humanisme effectivement a pris 3 formes. Il y a l'humanisme socialiste, un peu, qui dit là on va définir ce qui est bon pour tout le monde et on va le donner à tout le monde de façon assez équitable. Il y a un humanisme nationaliste qui considère finalement qu'il y a un peuple qui va être plus fort que les autres et qui va dominer, que ça c'est quelque chose de... Et puis il y a un humanisme libéral qui dit en fait, non, c'est le marché en fait qui va définir où se trouvent les choses. Et c'est un peu cet humanisme libéral qui s'est développé après-guerre et qui a été très attractif pour tous les pays, mais en même temps qui a créé des dissonances, des différences de richesse, et qui a révélé en fait que il y a des endroits qui étaient très rétifs à cette évolution-là, et puis qui ont été exploités pour plein de raisons et tout ça. Et le monde musulman est là-dedans avec des points de fixation, enfin des points de souffrance qui expliquent assez bien aussi pourquoi cette religion aujourd'hui est un tel terreau d'intégrisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une chute de l'Empire ottoman à la fin au début du XXe siècle, qui a été une sorte d'échéance du rayonnement musulman. Donc il y a le fait que l'islam a perdu finalement au début du XXe siècle. L'islam conquérant, qui a eu le fait que des milliards de dollars arrivaient dans les bras de Saoudiens qui avaient une certaine vision de l'islam. Et puis, il y a le fait que du coup, certains pays occidentaux, et en particulier les Américains, avaient vraiment des rapports très compliqués avec ça, vis-à-vis de l'URSS, vis-à-vis de... C'est-à-dire il y a quelque chose qui explique une situation aujourd'hui. Après, de savoir, ça c'est toujours la grande question, est-ce que l'islam est vraiment plus à même de susciter de l'intégrisme et de l'intégrisme violent qu'une autre religion? C'est pas la question que j'ai envie d'ouvrir. Par contre, la question que j'ai envie d'ouvrir, c'est quel prolongement de cette actualité dans les opinions qu'il peut y avoir autour de la table et chez nos auditeurs sur est-ce que c'est possible et à quelles conditions de vivre un multiculturalisme. Chaque pays a choisi sa déclinaison. En Grande-Bretagne, je crois comprendre que le multiculturalisme consiste à se faire cohabiter des communautés qui obéissent à leurs propres règles. Ça me fait penser à, j'allais dire Christophe Colomb. Non, c'est pas Christophe son prénom, l'ancien ministre de l'Intérieur. Gérard, merci beaucoup, qui a quitté en disant aujourd'hui, il y a des pans entiers de communautés qui vivent côte à côte, pourvu que demain on ne soit pas face à face, je cite. Donc moi, une des opinions que je peux avoir, moi, et cette actualité peut venir la renforcer ou au contraire l'infirmer, je pense d'autres auditeurs l'ont, c'est qu'est-ce que je pense, moi, en quoi ça me rejoint dans pour ou contre le multiculturalisme, ou plutôt, à quelles conditions ça peut être un succès, en fait, le vivre ensemble. Je crois que la question du pour ou contre le multiculturalisme, c'est la question dont on parlait beaucoup il y a quelques années, on en parle moins aujourd'hui, où on emploie ce terme de multiculturalisme. C'est la question du communautarisme. C'est-à-dire, dans un pays, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc., est-ce qu'effectivement, dans nos quartiers, on a lâché prise et finalement, on n'a fait qu'un quartier, c'est le quartier des Pakistanais, c'est le quartier des Hindous, c'est le quartier des je ne sais quoi. Des Chinois. Des Chinois, etc. Des Alsaciens. Et du coup, tout celui qui ne fait pas partie de cette communauté-là, n'a pas sa place à l'intérieur de cette communauté. On est au cœur on a vu avec Asia Bibi le Pakistan, mais si on reconstruit des réalités pakistanaises au cœur même
de nos sociétés à travers le communautarisme, de fait, on est mort. Alors, comment on peut faire ça sans tomber dans l'éventuel travers que je sois même l'intégriste d'un autre ou que en critiquant ces arriérés barbus, en fait, nous-mêmes, on est défendus par des autres intégristes. Comment concilier à la fois, à mon avis, quelque chose quand même qui doit être clair, qu'on ne peut pas vivre ensemble si on ne se met pas d'accord sur un socle commun, quand même. Cette semaine, je vais laisser après la parole, mais cette semaine, c'est parti. Au niveau ça bouge. de nos églises, on est dans une semaine du dialogue islamo-chrétien. Et c'est vraiment, je crois, et à Strasbourg, c'est très fort, il y a plein de manifestations qui sont proposées, de pouvoir faire vivre ce dialogue, de pouvoir reconnaître que cet autre qui ne croit pas comme moi, eh bien, je peux dialoguer avec lui. Donc ça va dans le bon sens. Je peux vivre avec lui, je peux dîner avec lui, je peux faire la fête avec lui. Mais je crois qu'une des racines, sans doute, de notre réactivité sur ces questions-là, c'est tout simplement le fait qu'on ne connaît pas l'autre. On ne sait pas qui c'est. Si on me demande aujourd'hui de citer les fondements de la foi, de la religion islamique, j'aurais du mal à le synthétiser rapidement parce que j'ai des amis musulmans, mais on parle rarement de ces questions qui sont la nature. Je veux dire par là, je ne le connais pas, donc je peux en avoir peur. Et il arrive très fréquemment, 3-4 minutes pour information. Parce qu'il arrive très fréquemment qu'en fait on mélange l'aspect culturel qui est que ces personnes-là sont d'une origine souvent d'un autre pays, qui a une autre histoire et tout ça, et de l'identité religieuse. On mélange souvent les deux choses, en fait. C'est-à-dire que si on voit dans un Pakistanais qui se promène, qui est en France, par exemple, un musulman, ça veut dire qu'on réduit finalement son identité aussi à sa religion. Du coup, tout le prisme de notre analyse de savoir si c'est compatible avec le reste va passer par ça. Et je me fais cette réflexion qui est sur un autre sujet qui est complexe. Et c'est par exemple le foulard que portent les musulmanes. Asia Bibi le porte. Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on en fait un marqueur religieux. Et on le fait un peu de la même façon qu'un intégriste ou qu'un salafiste qui en sous-main essaye comme ça de pousser l'islam dans les quartiers, va aussi en faire un marqueur identifiant que ces gens-là sont redevenus dans une foi pure et tout ça. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est autant un aspect culturel de porter un foulard qu'un signe d'attachement religieux. Et il faut pas que nous on tombe dans ce travers, c'est-à-dire le communautarisme est menacé et menaçant, surtout si on lui affecte un marqueur religieux, principalement religieux. Parce que là, effectivement, ça secoue le cadre laïque de notre société. Et pour moi, je voudrais juste dire ça. C'est bien. Il faut vraiment... David. Je veux dire que des gens vivent un peu entre eux parce qu'ils ont des affinités, ils mangent la même nourriture et tout ça. Voilà, je pense que ça peut poser des problèmes, mais ça pose pas des problèmes majeurs en général. Par contre, à partir du moment où on a l'impression qu'il y a une sorte de proclamation de l'importance d'une religion par rapport à une autre, là, on sait. Et là, je trouve que quand même en France, on a quand même une responsabilité gigantesque, et chacun individuellement, c'est quand même de connaître notre histoire et de la connaître bien. C'est-à-dire que moi, j'ai été marqué de ce livre, de ce récit historique qui raconte comment Henri III, qui était un roi que la Ligue catholique trouvait trop mou, a fait fuir de Paris. Et il s'est allié à ce moment-là avec Henri IV, qui était pas encore roi, pour faire le siège de Paris, pour récupérer récupérer la ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement ultra-conservateur, ultra-catholique, qui a vraiment qui s'est comporté comme ces barbus gueulards qui veulent tuer des juges. Ils ont dit maintenant, on fout le roi dehors, et voilà, mais pas sous forme d'une religion, parce que c'est pas sous forme d'une... Enfin si, c'était un peu une révolution, mais bon, bref... ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se souvienne de ça. Il faut qu'on se souvienne qu'il y avait dans cette ville de Paris, sous l'influence de ces intégristes, des prêches journaliers, des prêtres qui appelaient au meurtre du roi. Quelle leçon concrète pour moi aujourd'hui du fait de ce rappel historique, David? Alors, le truc, c'est que ça nous est arrivé. On en a beaucoup souffert. Ça a abouti à une révolution française qui n'a pas été douce.
Ah, c'est clair. Voilà, qui a été encore suivi de guerres de religion, de religion sœurs, puisque c'est quand même le catholicisme et le protestantisme, et ça les musulmans ils ont leur équivalent, et ça nous a fait souffrir très longtemps, et il a fallu faire une loi qui pour moi était salutaire, c'est la loi de la laïcité. Et il faut qu'on la défende. Et il faut que ce soit les chrétiens principalement qui la défendent, comme il faut que ce soit principalement les Pakistanais et les Pakistanais progressistes qui défendent la laïcité. Et il y en a. Il y en a un particulier, là, le ministre dont j'ai parlé, c'était un ministre chrétien. D'ailleurs, je crois même que le pape avait dit qu'il voudrait le béatifier. Wow, ça me va comme incidence concrète du coup. Alors, Bernard, moi je voudrais on est vraiment très brièvement. J'ai beaucoup aimé ce que David vient de dire, en particulier la manière dont notre prisme de regard sur l'autre le conditionne. J'ai un gendre qui est portugais. La communauté portugaise, elle existe. Il mange des choses que j'ai pas l'habitude de manger. Quand il prépare de la morue, ça peut déranger. Les voisins. Oui, tout à fait. Mais voilà. Mais je veux dire par là, je regarde pas le portugais comme étant plus ceci ou plus cela en termes de religion. Et ce sont des communautés que l'on n'a pas, entre guillemets, nous, stigmatisées par ce prisme-là. Et c'est là où j'ai intérêt à faire gaffe. Quand je vois quelqu'un qui porte éventuellement le voile, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est dans une démarche spirituelle ou religieuse. Intégriste. Je vais réagir pour terminer là-dessus. Marc ? Juste un mot par rapport à ce que nous avions débattu il y a fort peu de temps dans notre émission sur les élections brésiliennes. Et ce fondamentalisme, d'une certaine manière, on ne peut pas l'appeler autrement, qui était mis en avant par celui qui est devenu président au Brésil, soutenu par une certaine forme de fondamentalisme évangélique, en disant il faut être comme ça. Celui qui n'est pas comme ça, il n'a pas sa place dans la société et il pourrait être condamné. Dès qu'on est sur ces bases-là, je crois qu'on n'est pas dans cette recherche d'humanité qui fait que notre unicité se confronte à la différence de l'autre. Et ce qui nous fait humains, eh bien, c'est cette altérité, cette reconnaissance que l'autre a pleinement sa place, voire, j'aime bien le dire, s'il n'est pas là, il me manque. Sa diversité m'aide à me faire moi-même. Bon, alors quand même, ce qui me frappe un petit peu dans les différentes opinions, là, c'est que là, il y a une grosse part de responsabilité de nous, de ne pas tomber dans un prisme, de ne pas confondre identité culturelle, identité religieuse, etc. Moi, j'aimerais quand même dire que la décision de la Grande-Bretagne, apparemment, de ne pas accueillir Asia Bibi par crainte de troubles dans leur propre pays, un peu comme à Pakistan, franchement, moi, ça m'interpelle. Et là, moi, j'ai pas du tout envie d'être tellement compréhensif, cool, il faut que je me remette en question. J'ai quand même envie de dire qu'à un moment donné, le multiculturalisme a ses limites, dès lors où il marche, entre guillemets, notamment avec mes amis portugais, dès lors qu'on est tous d'accord sur des fondamentaux communs qui font qu'on peut vivre ensemble avec nos différences. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que ces différences sont hyper riches. Donc à un moment donné, il y a quand même une responsabilité, une virilité d'accueil et de tolérance qui, pour moi, a sa limite quand même. C'est la force de la loi. Ouais, je suis d'accord. C'est la force de la loi. Ouais, il faut que l'État soit assez fort pour imposer la loi qui a été votée, qui est vérifiée par des juges, qui est remise en cause par des parlementaires qui sont élus par le peuple. Voilà, cette loi, il faut qu'elle soit assez forte. Et je pense qu'elle est assez forte. Il faut pas, peut-être qu'il y a des coups de boutoir qui arrivent comme ça par des événements et tout ça. Mais voilà, on est dans des pays où encore la loi est assez forte. Donc simplement, voilà. Et il faut même laisser parler des gens, même un Zemmour, il faut le laisser parler et le confronter à ses propres contradictions. La parenthèse. C'est l'heure. Je cherche un prochain sujet. Pour terminer, j'aimerais, si c'est sur ça, c'est super, Marc. Comment concrètement soutenir? Parce que j'ai entendu, est-ce qu'il y a des démarches concrètes, des comportements individuels qui font qu'on peut favoriser ça, Marc? Je crois que c'est toujours la même chose, c'est quelle attention et quel respect on a de la différence de l'autre. Il y a Asia Bibi, je trouve que c'est vraiment intéressant de revenir sur cette femme condamnée pour avoir bu. Comment moi, je prends en compte... Je ne peux pas oublier, parce que c'est quand même un terrible drame de l'humanité, David parlait de lois, mais des lois dans notre pays, en 1940, ont été mis en place pour exterminer tout un peuple par sa différence, parce qu'il était juif. Donc, cette question-là, c'est aussi de se dire quelle vigilance j'ai dans cette attention, quelle éventuellement objection de conscience j'ai, parce que si ça ne me paraît pas bon,
je ne peux pas le suivre. Très bien. Pour moi, c'est très concret. Merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage. Sur le sujet, vraiment pour clôturer, concrètement... Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on interroge sans arrêt dans nos comportements journaliers notre façon d'être laïque. Ok. Et d'être laïque avec des convictions que l'on peut affirmer. Laïque avec des convictions, très bien. Oui, mais non, je veux dire avec des convictions que l'on peut même affirmer. Okay. Ça n'est pas du tout incompatible. Et je pense que ça, c'est vraiment un travail énorme de nettoyage intérieur, d'être laïque et en même temps avoir des convictions. Ça peut bien, c'est très important. En écho à ce que je viens d'entendre. Il fait des gestes aujourd'hui, c'est incroyable. Mais oui, parce que j'aimerais pouvoir quand même, en écho à ce que je viens d'entendre, je crois qu'être laïque, avec des convictions, ce n'est pas se taire. Ok, très bien. Et moi, je terminerai en disant que pour ma part ou pour notre part, nous soutenons des associations qui œuvrent pour la défense des chrétiens persécutés. Et notamment, nous soutenons depuis des années Porte Ouverte, encore une fois, dont le siège est pas loin et que je vous recommande. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Un grand merci à toute l'équipe. Quelle énergie aujourd'hui. Et puis à bientôt pour un prochain numéro. À bientôt. Merci Philippe, à bientôt.